Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue les débatteurs du soir. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir. Chef des informations au Figaro. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du laboratoire d'idées Sinopia. Et bonsoir à vous Philippe de Sertine. Bonsoir. Économiste, directeur de l'Institut de Haute Finance. Écoutez, Bruno Le Maire, alors devant la Commission des Finances, voilà ce que dit le ministre de l'Économie sur l'état de la France et notamment l'état de la dette. La troisième période qui s'ouvre, c'est celle du retour à la normale. Et c'est dans le fond la période la plus difficile parce qu'il y a une caractéristique française, c'est qu'une fois que nous avons dépensé, nous ne savons pas revenir à la normale et économiser. Quand vous regardez sur les 30 ou 40 dernières années, la grande singularité française, elle est là. Nous sommes incapables de débrancher les mesures exceptionnelles pour revenir à la normale. Eh bien moi, je persiste et je signe cette troisième phase, celle qui s'ouvre depuis fin 2023, doit être marquée par le retour à la normale, la réduction des dépenses et le retour à l'équilibre des finances publiques. C'est ce que la France, je le redis, n'est jamais capable de faire en sortie de crise et ce qu'elle doit faire cette fois-ci. Philippe de Sertine, quelle est votre analyse de cette sortie de Bruno Le Maire ? On a l'impression que c'est un cadeau empoisonné et de surcroît qu'il se lave les mains. Oui, je ne sais pas, du point de vue politique, on va dire, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je vais être, moi, d'un point de vue technique. Alors, ce que dit Bruno Le Maire est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en effet, les Français sont les seuls Européens qui ne sont pas parvenus à vraiment réduire de façon significative leur déficit budgétaire, y compris parmi les pays qui sont comme nous actuellement en processus de déficit excessif. La France, très clairement, considère, quand on dit la France, c'est-à-dire le personnel politique, mais aussi finalement les Français, que ce n'est jamais le moment de remettre l'ordre dans les finances publiques. C'est-à-dire que quand on est en croissance, on dit il faut pas casser la croissance. Et quand on est en crise, on dit c'est la crise, donc on ne peut rien faire. Alors que nous voyons nos voisins, effectivement, qui pendant des périodes difficiles ont réussi de façon spectaculaire à redresser leurs finances publiques. Et je dirais de manière assez rapide, évidemment, avec un certain nombre d'efforts, et des efforts faits non seulement par la population, mais aussi évidemment par l'administration publique de ces différents pays européens. Mais alors, comment est-ce qu'on peut tendre, j'allais dire, l'arc en nécessitant, en imposant en fait ce changement et peut-être un peu d'austérité par-ci par-là? C'est une vraie question quand, vous voyez, tout de suite, on est en train de parler d'austérité, c'est-à-dire c'est au fond les mesures qu'on envisage d'ici la fin de l'année, parce qu'il faut le redire, le déficit de 2024 sera supérieur aux 5,1% qui était prévu, et donc là, effectivement, on est quasiment sûr maintenant qu'on sera beaucoup plus proche des 5,5 et peut-être même des 5,6. Donc, ce que dit Bruno Le Maire, pour vous, est inexact quand il dit que la France peut tenir son objectif d'un déficit à 5,1 en 2024. Disons qu'il sera plus là en décembre. Il sera plus là en décembre. Ouais. Donc effectivement, il peut se passer tout un tas de choses d'ici décembre. A priori, il ne se passera rien qui permettra réellement de tenir le déficit à 5,1 ou à 5,5, qui sont déjà des déficits extraordinairement importants par rapport à la moyenne de la zone euro. Je crois qu'il faut le rappeler sans cesse. On ne parle pas d'un équilibre à 5,1. On parle vraiment d'un déficit qui est un déficit lourd. Grosso modo, la zone euro est aux alentours en moyenne de 3%, nous compris. Et ce qui veut dire, même l'année prochaine, on sera aux alentours de 2,8% pour la zone euro tout entière, nous compris. Donc, ce qui signifie que, évidemment, nous plombons de façon très forte les comptes de la zone euro. Et en plus de ça, pardonnez-moi Philippe de Sertine, mais vous me corrigerez si j'ai tort, on rembourse de plus en plus de ce qu'on appelle des intérêts de la dette, ce qui fait qu'au lieu de faire des réformes structurelles qui coûtent beaucoup d'argent, on rembourse des intérêts, comme par exemple sur des crédits immobiliers. Vous me permettez de corriger juste le terme que vous utilisez. On ne rembourse pas, on paye. C'est-à-dire que rembourser, vous voyez, ça laisserait penser que peut-être on est en train de rembourser la dette. Nous n'avons jamais remboursé de dette. Nous payons, en plus de la dette que nous devons toujours, des intérêts tous les ans, effectivement, qui ont cru de façon assez substantielle du fait de l'augmentation de ces taux d'intérêt, justement, auxquels la France emprunte. C'est-à-dire que pendant des années, nous avons eu la chance, on va dire une chance technique, mais volontaire, puisque ce sont les grandes banques centrales occidentales qui ont pris la décision de baisser anormalement les taux d'intérêt, ce qui a été une chance formidable. Plus la France s'endettait, moins elle payait de taux d'intérêt, et maintenant, évidemment, la tendance est inversée. Mais je crois juste, si vous me permettez, la question de l'austérité, si j'y reviens tout à l'heure, c'est dire on comprime la dépense publique.
le problème français, c'est que non seulement nous avons la dépense publique la plus élevée de l'OCDE, de tous les pays développés, mais nous avons aussi une insatisfaction de plus en plus forte des citoyens vis-à-vis de leurs services publics, et en particulier les services publics fondamentaux, comme l'éducation ou comme la santé. Ce qui veut dire que non seulement si nous réduisons la dépense publique, nous allons effectivement être dans une manière d'austérité, mais nous allons probablement encore plus faire dysfonctionner des services publics qui n'apportent pas du tout les services que l'on attend d'eux. Et surtout, vous allez avoir des Français, mais comme vous le dites déjà un peu en filigrane, des Français qui ne comprennent pas où vont leurs impôts. Philippe de Sertine, on a entendu plusieurs propositions. Et c'est intéressant d'y revenir puisque ça ne vous a pas échappé qu'au lendemain des législatives, nous avons 3 blocs politiques qui sont quasi égaux avec 190 députés pour le Nouveau Front Populaire, 160 pour ce qu'on appelle le bloc central et 143 pour le Rassemblement National. Prenons les deux extrêmes. Vous avez l'extrême gauche qui dit « Ah bah c'est simple, pour réduire et résorber l'économie, on va prendre aux plus riches, on va faire des taxations aux plus riches. » Et puis d'ailleurs, vous avez également entendu, et j'aimerais votre analyse là-dessus, Jean-Luc Mélenchon dire en gros, la dette on s'en fiche, si on la rembourse pas c'est pas grave, les 3% du PIB. Et vous avez Laurent Jacobelli encore tout à l'heure, là ici dans cette émission, qui disait nous on compte faire des économies notamment sur l'immigration. Est-ce que ces deux pans, les plus riches et l'immigration, sont, j'allais dire, des manières efficaces pour lutter contre la situation à laquelle nous faisons face ? Alors je crois d'abord que les programmes proposés au moment des législatives étaient tous spectaculaires par le fait, tous, sans exception, par le fait qu'en réalité, ils n'avaient pas pour objectif de réduire le trou qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on proposerait d'augmenter les impôts, faut toujours rappeler, le ministre de l'économie l'a dit tout à l'heure, à mon sens d'ailleurs, il a dit la France est le pays de l'OCDE ayant les impôts les plus élevés. C'est pas tout à fait juste, ce sont les prélèvements obligatoires. Ouais. Les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire quand on va dire on a les impôts qui baissent, vous pouvez avoir un impôt qui baisse, mais des prélèvements à droite et à gauche, donc parfois vous avez un peu de mal à avoir connaissance, mais en réalité qui prélèvent une partie de votre richesse. Donc nous sommes déjà avec un taux de prélèvement obligatoire extrêmement élevé. Lorsque l'on dit on va rajouter, donc on a eu dans des programmes par exemple des hypothèses de 250 milliards d'entrées fiscales. Logiquement ces 250 milliards, ils devraient être consacrés à essayer juste de combler le trou avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire les mesures qui sont envisagées sont des mesures entre guillemets que l'on va dire financées. En réalité, rien n'est financé puisque vous êtes déjà avec grosso modo, si on est dans cette idée que par rapport aux recettes, grosso modo 320 milliards tous les ans pour l'État, vous avez un déficit de 150 milliards. C'est-à-dire il vous manque 50% de vos recettes pour financer vos dépenses. Et oui. C'est ça la réalité là. Quand on n'est pas en train de parler en pourcentage de PIB, la réalité sur les impôts que vous payez, en fait, il faudrait avoir 50% d'impôts en plus pour être juste à zéro, c'est-à-dire payer les dépenses, ce que font d'autres pays, voire même d'autres pays européens sont en excédent. C'est-à-dire on doit bien avoir conscience que ça n'est pas infaisable. Beaucoup d'autres, énormément d'autres le font, y compris des pays beaucoup plus pauvres que nous. Mais la France, et pour le coup là Bruno Le Maire a raison, ne s'y résout jamais. Et effectivement, on sent bien qu'actuellement, quand vous êtes en train de parler des programmes, soit on trouve des nouveaux financements, soit on considère que l'on va avoir effectivement, quand vous dites on va arrêter l'immigration, on est en train de parler de 150 milliards par an de déficit. On est très très loin, évidemment, quand on est en train de poser des questions sur techniquement combien cela doit rapporter, très loin du compte. Donc ça signifie que sans arrêt, on est dans une chimère qui est pour le moment une chimère qui tient parce que nous pouvons nous endetter à des taux bas, parce que la France a bénéficié depuis, on va dire l'an 2000, des taux bas de la zone euro. Merci beaucoup Philippe de Sertine d'avoir été avec nous sur Europe 1, 20h23. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Et avant d'écouter Alexandre Malafaille et Gilles Boutin sur cette analyse du pays au point de vue économique, écoutez ce que disait le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, c'était hier soir sur LCI. Ce que je crois, c'est que ça fait quelques années qu'on s'accroche à une encre, 3%, et qu'ensuite on dit, on va faire 3%, et on construit les chiffres autour de l'encre en question. Autrement dit, oui, c'est vrai que ces dernières années, notamment ces 2 dernières années, les prévisions de croissance ont été optimistes. C'est vrai que les prévisions de recettes ont été optimistes, et on constate que les impôts rentrent moins bien cette année, moins bien en 2023, après 2 années exceptionnelles en 2022 et 2021. C'est vrai que les cibles ont été très ambitieuses, et qu'elles n'ont pas été tenues. Moi, ce à quoi j'appelle, c'est à l'action, et à une action, je le répète, crédible et sérieuse, parce que
La situation est très grave et les remèdes exigent beaucoup de courage, de force et de vraies réformes. C'est un peu le paradoxe et le problème de Pierre Moscovici, c'est qu'il a un devoir de réserve. Donc il est premier président de la Cour des comptes, mais il peut pas. Il fait des constats, mais il peut pas faire de solution. Alexandre Malafaye, je vous ai senti très très inquiet lors de l'interview de Philippe de Sertine, qui a vraiment, je pense, brillamment résumé la situation. Oui, je suis inquiet parce que j'ai quand même fait l'effort avant de venir ce soir d'écouter pendant près d'une heure et quart la commission des finances réunie autour de ces deux ministres sortants. Bruno Le Maire et Thomas Cazenave. C'est ça. C'était quand même assez effondrant de qualité et surtout de dialogue de sourds entre deux partis, deux blocs qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas. C'est habituel, non ? Oui, mais à ce niveau-là, c'est quand même assez frappant, puisqu'il est terrifiant également pour nos concitoyens, c'est la différence de niveau. C'est qu'on sent dans cette commission, il y a des gens qui sont très compétents comme Charles de Courson et d'autres qui le sont pas du tout. Oui. Et on en vient à entendre le député Lecoq des Insoumis qui a traité Bruno Le Maire à 2 reprises de voleur. Donc Bruno Le Maire répondant que s'il n'avait pas été ministre sortant, il l'aurait poursuivi en diffamation. Bon, cela dit, moi je suis assez exaspéré par ce type de déclaration de type Bruno Le Maire qui dit voilà, la France peut tenir les 3% en 2027, elle peut tenir les 55,1%. Il dit pas comment. Et puis deuxièmement, il y a quand même un tour de passe-passe budgétaire où tout d'un coup on accable les collectivités territoriales. Là aussi, ça a fait un débat au sein de la commission et il n'y a pas de lumière qui est sortie de ce débat. On dit tout d'un coup, oui, en fait, on a pris un plomb de 10 milliards d'euros parce que les collectivités devaient déraper, mais elles n'auraient pas dû parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour, de 5 et quelques milliards. Et là, on est à un peu plus de 16. Donc, c'est aussi de la faute des collectivités. Ça, franchement, cette espèce de manque de loyauté, il interpelle. Gilles Boutin. Je crois que Bruno Le Maire a largement sa part de responsabilité, mais sa tâche n'a pas été facilitée par Emmanuel Macron. Et il y a un schéma sous sa présidence qu'on peut retrouver sous toutes les autres présidences. C'est-à-dire que Macron a dit il ne faut pas emmerder les gens. Je crois que tous les autres présidents disaient à peu près la même chose. Chirac disait il faut rassurer. Enfin, c'est systématique. Donc à partir vous avez aussi Chevènement qui disait un ministre ça ferme sa gueule, oui, c'est très rare, ou ça démissionne. Ouais, c'est malheureusement donné, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous dit le chef de l'État, vous êtes ministre de l'économie, vous pouvez très bien partir. Et de fait, il est désormais solidaire des volontés exprimées par Emmanuel Macron. Mais je trouve qu'il y a quand même je me souviens de cette phrase de Macron qui était extrêmement révélatrice. C'était en mars dernier. Des propos a fait fuiter sur une réunion budgétaire entre Macron et Le Maire, entre autres. Bruno Le Maire, depuis quelques jours ou quelques semaines, disait qu'il allait falloir se serrer la ceinture. Il en avait parlé dans son livre. Macron était exaspéré. Il lui avait dit, Bruno, ça fait quand même 7 ans que t'es là. Oui, mais c'était magique. C'était magique, humiliant, et en même temps, pour parler comme le président, c'était aussi de son fait. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, depuis le début, ne croit pas à la réduction, pas outre mesure, en tout cas pas à la réduction de dépenses. Lui, ce qu'il voulait, c'était la croissance. Il voulait pas augmenter les impôts. Il voulait pas serrer non plus le budget. Il était persuadé que ça allait rapporter de l'argent. C'était, en termes de raisonnement, c'est pas faux. Le problème, c'est que quand vous avez des événements, on rembourse, on paye des intérêts de la dette. Donc de toute façon, à un moment donné, il a oublié qu'il y avait des aléas. Il oubliait que dans ces négociations, il y avait des le côté imprévisible du Covid, et puis même des gilets jaunes qui ont déjà... Le Covid, c'est peanuts par rapport aux 1000 milliards de dettes supplémentaires. On a chiffré, c'est 200 et quelques. Donc, où sont les 800, pardon, mais... C'est une grosse peanut. Ils sont passés dans le train de vie courant de l'État, ils sont passés dans les dépenses qu'on n'arrive pas à maîtriser, et puis les robinets qu'on ouvre, et puis les économies qu'on ne fait pas. Dans vos impôts et les miens.